Le 24 janvier 2024, les internautes camerounais et de partout dans le monde entier étaient scotchés à un live sur la page de Zuimanto Yisepsep. Ce live qui a duré plus de 5 heures de temps d'horloge avec près de 60 000 personnes connectées nous a permis d'en savoir davantage sur ce qui est aujourd'hui connu comme l'affaire Bobda. Du nom de l'individu, du prédateur sexuel qui, depuis plus de 20 ans, a sévi au Cameroun et sans doute aussi ailleurs. J'ai d'ailleurs commis à cet effet une première vidéo où je ressors les caractéristiques diagnostiques qui établiraient la qualité de psychopathe de Hervé Bobda. Aujourd'hui, je m'intéresse aux victimes du prédateur sexuel Hervé Bobda et je viens vous parler du jour d'après un événement traumatique sur le plan du fonctionnement émotionnel et psychologique, du fonctionnement humain et existentiel tout court. On va s'intéresser à un trouble mental majeur, le trouble stress post-traumatique. Je vais vous dire comment il se met en place, pourquoi et surtout comment vous pouvez vous en prémunir. Ce que je vais vous dire à propos, la manière avec laquelle je vais vous en parler, je ne pense pas que vous l'aurez déjà un jour entendu ailleurs. Cette vidéo intéresse donc les victimes de Hervé Bobda, mais aussi toute personne soucieuse de sa santé mentale. Car personne n'est à l'abri d'un événement aux répercussions psychotraumatiques. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais vous édifier sur les facteurs qui peuvent vous protéger et ne pas vous faire vivre les affres d'un traumatisme psychologique. Je vous dirai aussi ce qu'il faut faire pour garder une bonne hygiène mentale et surtout protéger vos enfants pour qu'ils ne soient pas des sujets susceptibles de facilement être traumatisés, que ce soit dans l'enfance, dans l'adolescence ou à l'âge adulte. Restez scotchés. C'est tout de suite. L'homme doit savoir. L'homme doit savoir être maître de ses pensées, savoir être maître de ses émotions, savoir être maître de ses comportements. Être maître de soi, c'est être... Salut à toi, appelle-moi Kemjo. Ici, je te parle de comportement anormal, de comportement déviant, de comportement pathologique pour t'aider à construire des comportements adaptés. Car c'est à travers eux qu'on construit et maintient sa santé physique, sa santé émotionnelle, sa santé mentale, sa santé sociale, sa santé spirituelle. C'est grâce au comportement adapté que l'on construit son abondance financière, le succès et le bien-être dans sa vie. Si toi aussi tu veux savoir comment construire et maintenir tout ça de manière durable, abonne-toi à mes réseaux sociaux sur Facebook, TikTok, YouTube, Instagram et tu cliques sur la cloche de notification pour être informé de mes nouvelles vidéos. Je suis là pour briser toutes les chaînes de l'ignorance sur le fonctionnement humain et existentiel. Je suis là pour donner les clés pour une perception claire des choses et des phénomènes. Nous savons de façon traditionnelle que l'homme avec grand H est corps et esprit. Pour bien fonctionner dans la vie quotidienne, l'homme a besoin d'être en santé. Quand ce n'est pas le cas, on dit qu'il est malade. De façon générique, nous savons que la maladie peut être physique comme elle peut être mentale. Si la maladie physique est causée par un agent pathogène dont les plus connus à ce jour sont les bactéries, les virus, les champignons et les parasites, les maladies et les troubles mentaux sont causés par la rencontre, l'interaction entre deux ou plusieurs subjectivités. En un mot comme en mille, les problèmes de santé mentale sont causés par une communication qui n'est pas saine pour les acteurs en présence. C'est quoi la subjectivité? La subjectivité, c'est toi. La subjectivité, c'est moi. Dans le processus de la rencontre de l'autre, de la rencontre des autres, dans le processus d'entrer en relation avec les autres. La subjectivité, c'est chacun de nous avec son héritage génétique, son histoire, les environnements dans lesquels il a grandi, nos expériences de vie et la personnalité que nous devenons, qui est en quelque sorte le produit fini de tout ce que nous avons eu à vivre comme expérience, de tout ce qui nous a structuré, de tout ce qui nous a construit. On dit souvent que l'homme est un animal social, comme pour dire qu'un homme isolé n'existe pas et ne peut pas s'appeler homme. L'homme n'existe donc qu'avec et qu'à travers les autres. Les hommes se rencontrent à travers leur comportement, leur langage et leurs émotions, c'est-à-dire leur expérience émotionnelle. En fonction de la structure de chaque personnalité, une rencontre peut être agréable ou elle peut être désagréable.
L'enfant que la maman appelle à la cuisine pour porter son plat de nourriture arrive en courant, parfois le sourire aux lèvres. Et dans tous les cas, sa bouche est pleine de joie, car toutes ses papilles gustatives sont déjà à l'échauffement des saveurs qu'elles vont être appelées à côtoyer. Tout le tube digestif se met au garde à vous, tandis que les cellules de tous les organes de son corps commencent à danser, car elles savent qu'elles vont être aussi nourries. On est clairement ici dans une expérience agréable, ce qui n'est pas le cas par exemple de l'enfant maltraité. Un enfant que l'on maltraite est très souvent réveillé brutalement du lit avec des mots durs. S'il n'est pas tiré du lit avec violence, on lui verse de l'eau en le traitant de feignant. Il est parfois tiré par les oreilles jusqu'à la cour, où avec plusieurs sermons et jurons, on lui ordonne de finir avant une certaine heure toutes les corvées domestiques. Et pendant tout ce trajet, on continue de lui dire des méchancetés. Une telle rencontre est désagréable, car aucune personne ne veut être traitée de cette manière. Chaque être humain connaît intuitivement ce qu'on entend par être bien traité, de telle sorte que quand ce n'est pas le cas, notre vécu émotionnel est désagréable. Une rencontre désagréable peut prendre la forme d'un sourire agréable au début pour se transformer plus tard en une violence inouïe, doublée d'agressions sexuelles, de sévices corporels et de séquestration, comme c'est le cas chez la plupart des victimes du prédateur sexuel Hervé Bobda. L'affaire Bobda regroupe à elle seule plusieurs situations de la vie quotidienne qui peuvent être la cause d'un traumatisme psychologique chez les personnes qui en ont été victimes. On va citer l'agression sexuelle, l'emprise psychologique et le harcèlement par exemple. Toutefois, dans le cadre de cette vidéo, nous allons nous focaliser sur l'agression sexuelle qui, dans l'affaire Bobda, est l'outil principal utilisé par le prédateur. Nous insistons sur l'agression sexuelle parce que les scènes effroyables, dégradantes, inhumaines qui ont été décrites par les victimes tendent à montrer qu'elles en ont été choquées durablement. Mais globalement, il faut dire que les méthodes d'action de Bobda étaient un mélange de tout. Le chantage, le harcèlement sexuel, l'agression sexuelle, l'emprise psychologique, la violence. Pour revenir à l'agression sexuelle, il est important de savoir qu'une agression sexuelle unique est suffisante pour créer un trouble stress post-traumatique et des problèmes de santé mentale. À plus forte raison, une agression sexuelle répétée. C'est donc quoi? C'est quoi l'agression sexuelle? Sur le plan pénal, on peut définir l'agression sexuelle comme toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise. De manière pratique, voici ce que la psychologie en dit. Il s'agit d'une activité sexuelle à laquelle une personne, dans le cas d'espèce, la victime, est incitée ou contrainte par une autre, l'agresseur, de participer sur lui-même, sur elle-même ou sur une tierce personne, contre son gré ou par manipulation affective, physique, matérielle ou par usage d'autorité, de manière évidente ou non. Quelles que soient les relations entre l'agresseur et sa victime, qu'il y ait ou non évidence de lésion ou de traumatisme physique ou émotionnel. Ne l'oubliez pas, mes vidéos visent à vous faire comprendre où se situe le nœud du problème qui va provoquer plus tard des problématiques psychologiques, des troubles mentaux. Alors le véritable problème dans une agression sexuelle est qu'en gros, la victime n'a pas consenti à ce qui va se passer ou à ce qui s'est passé. En d'autres termes, la victime n'a pas librement exprimé sa volonté de subir ce qu'elle a subi. La volonté et le libre consentement sont en réalité les deux outils à travers lesquels le mental humain intègre en lui et donc en vous les choses que vous vivez. C'est à travers la volonté et le consentement que le mental intègre, introjecte en lui, en chacun de nous donc, telle expérience ou telle autre expérience. Quand je disais plus haut que les expériences de vie constituent la rencontre entre deux subjectivités, en réalité, ce qui caractérise la subjectivité de chacun, c'est sa volonté, sa capacité à consentir ou à ne pas consentir à quelque chose. Et quand ça fait défaut, il y a ce qu'on appelle en psychologie une sorte de fixation du fonctionnement. Une sorte d'arrêt de circulation harmonieuse de l'énergie que nous sommes.
Cet arrêt suppose que ce que nous sommes en tant que réalité sur le plan psychologique s'est arrêté à un événement, ne l'a pas digéré, exactement comme on peut ne pas digérer de la nourriture. Vous le savez bien que moi, quand tu ne digères pas une nourriture, ce qui va se passer est que tu vas avoir une indigestion. Autrement dit, tu vas être malade. Les situations de vie, les expériences de vie sont la nourriture de notre mental. Ils doivent être digérés si on veut avoir une bonne santé mentale. Une agression sexuelle est un acte de pouvoir et de domination visant à assujettir une autre personne à ses propres désirs. En d'autres termes, il s'agit de nier sa qualité d'être humain, puisqu'elle est ravalée au rang d'objet, en l'occurrence d'objet sexuel, exactement comme une personne qui achète un vibromasseur ou une poupée pour l'utiliser et qui en fait ce qu'il veut. Ce sont des objets et non pas de volonté propre pour dire oui ou pour dire non. Ce qui n'est pas le cas d'une personne que l'on veut agresser sexuellement. Et parce que cette personne peut s'opposer à l'agression, l'agresseur peut utiliser un outil de contrainte, comme on l'a systématiquement vu avec Hervé Bobda utilisant une arme à feu. Dans la plupart des témoignages écoutés, on s'aperçoit qu'avant de se lancer dans une campagne de capture de ses victimes, Hervé Bobda s'assurait à l'avance qu'il aura une arme soit sur lui, soit dans l'appartement qu'il se rendait pour commettre ses méfaits. Ce qu'on peut dire de l'agression sexuelle est qu'il s'agit d'une expérience profondément déshumanisante, où le risque de mort est pratiquement toujours éprouvé par la victime. Et dans la plupart des cas de témoignages des victimes, on peut entendre celles-ci dire combien elles ne sont plus les mêmes depuis l'événement. J'ai encore en mémoire les mots de cette jeune femme enceinte de 6 mois qui a été agressée sexuellement, a fini par accoucher un prématuré qui est décédé 2 semaines après. Elle dit ceci: ce type a détruit ma vie et a laissé la malchance et la poisse dans ma vie. Aujourd'hui, j'ai gardé des séquelles. Je n'arrive plus à concevoir malgré mes nombreuses tentatives, malgré tous les examens et tous les suivis médicaux que je subis depuis lors. De tels traumatismes sont de nature à affecter profondément la personnalité. Intéressons-nous maintenant aux problèmes de santé mentale auxquels les victimes d'agressions sexuelles sont confrontées. Il est établi scientifiquement que pendant ou immédiatement après une agression sexuelle, dans 70% environ des cas, le choc lié à l'événement traumatique provoque 2 choses importantes et qui vont presque prédire que vous aurez plus tard un trouble mental. Il s'agit d'une réaction de détresse péritraumatique et d'un état de dissociation péritraumatique. Une victime d'événements traumatiques à l'instar d'une agression sexuelle peut être confrontée à ces 2 phénomènes. Péritraumatique, comme son nom l'indique, veut tout simplement dire autour de l'événement traumatique, ce qui veut dire pendant ou immédiatement après l'événement. Ainsi donc, la détresse péritraumatique qui se passe pendant ou après l'événement concerne les réactions de peur, d'impuissance, d'horreur, de colère ou de honte qui apparaissent généralement pendant ou immédiatement après l'exposition traumatique. Il y a aussi les réactions de panique, la transpiration abondante par exemple, la perte du contrôle des sphincters, qui se caractérise par le fait de vouloir faire pipi, de pisser même, ou même de vouloir faire caca. Quand on recoute les témoignages des victimes de Bobda, il ne fait pas de doute qu'elles se sont senties en détresse pendant ou immédiatement après leur agression sexuelle. Concernant la dissociation péritraumatique, on peut dire que c'est une sorte de désunion, de séparation de ce qui fonctionne habituellement uni dans votre mental. Ainsi, dans la dissociation, les fonctions qui sont normalement intégrées, comme la conscience, la mémoire, l'identité ou la perception de l'environnement, chacune d'elles va de son côté à telle enseigne qu'on a l'impression de ne plus être dans la réalité. On est comme démembré. On est dans un mode téléguidage, comme si une force invisible avait pris possession de nous et de toutes nos capacités, de toutes nos facultés d'action.
S'il est clair que les réactions de dissociation permettent à la victime de ne pas faire l'expérience consciente de ce qu'elle subit à l'instant, notamment des actes effroyables, les horreurs qu'elle subit, il est important de dire que c'est justement cette réaction qui va fortement prédire l'apparition plus tard d'un trouble stress post-traumatique. Regardons de plus près ce qu'on appelle trouble stress post-traumatique. En effet, il est important de savoir que le premier critère pour établir un diagnostic de trouble stress post-traumatique est le fait d'être exposé à la mort effective, à une menace de mort, à une blessure grave ou à des violences sexuelles d'une ou plusieurs façons. Concernant l'affaire Bobda, on sait que les victimes ont été exposées de façon directe. L'expression trouble stress post-traumatique peut être décomposée en trois si on veut bien la comprendre. On a d'abord le mot trouble. Le mot trouble que la psychologie emploie veut en réalité aussi dire maladie, ou si vous voulez, fonctionnement anormal d'une personne sur le plan mental. Donc quand on parle de trouble stress post-traumatique, retenez qu'il s'agit d'un fonctionnement anormal, d'un fonctionnement altéré. On a ensuite le mot stress. Le fonctionnement anormal dont nous faisons allusion ici est un fonctionnement caractérisé par un stress qui peut être aigu ou chronique. Il faut dire qu'au quotidien, chacun de nous peut être sujet au stress, sans que cela ne soit problématique, sans que cela ne soit morbide. Mais quand il devient intense et durable, cela veut dire qu'il y a problème. Et très souvent dans ce cas, le stress est devenu aigu ou il est devenu chronique. Le stress en réalité est une sorte d'alarme. Le stress suppose, de façon pratique, il suppose la réaction réflexe, neurobiologique, physiologique et psychologique d'alarme, de mobilisation et de défense de l'individu à une agression, une menace ou une situation inopinée. Le stress n'apparaît pas par hasard ou pour rien. En réalité, dans le cas du trouble stress post-traumatique, c'est l'événement traumatique qu'on a vécu qui serait à l'origine de la survenance de ce stress aigu ou chronique. Mais en pratique et très souvent, l'événement traumatique qu'on a vécu a juste été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase de ce que nous sommes. Je parle ici de notre fonctionnement émotionnel et psychologique, de notre fonctionnement humain tout court. En d'autres termes, ça veut dire qu'en nous, en vous, il y avait déjà des empreintes d'anciennes expériences désagréables, d'anciennes expériences choquantes qui préparaient le terrain pour un futur trouble mental. Nous avons enfin l'expression post-traumatique. C'est quoi un traumatisme? Le mot traumatisme vient des mots grecs anciens traumatismos, signifiant action de blesser, et trauma, signifiant blessure. Dans le domaine de la chirurgie, le traumatisme signifie la transmission d'un choc mécanique exercé par un agent physique extérieur sur une partie du corps et y provoquant une blessure ou une contusion. Vous entendez souvent parler du traumatisme crânien. Il s'agit d'un choc que subit le crâne, comme un coup de poing violent qu'il reçoit à la tête, ou un choc violent à l'occasion d'un accident de circulation. Dans le jargon psychologique, plus précisément en psychopathologie, on parle de traumatisme psychologique. On peut aussi tout simplement parler de trauma. Le trauma est la transmission d'un choc de nature psychologique, exercé par un agent psychologique extérieur sur le mental, y provoquant des perturbations psychopathologiques transitoires ou définitives. La différence entre le traumatisme médical et le traumatisme psychologique est que dans le premier cas, le traumatisme est causé par un agent extérieur physique qui peut être le coup de poing reçu. Dans le second cas, l'agent n'est pas physique, au sens matériel du terme en tout cas. L'agent qui cause un traumatisme psychologique est généralement une situation de vie, une expérience de vie de nature désagréable et surtout choquante. Une expérience de vie qui nous blesse
émotionnellement. Mais pour que cela soit effectif, beaucoup de facteurs entrent en jeu, comme par exemple la personnalité de chaque personne. Car il faut le dire, c'est avec notre personnalité que nous entrons en relation avec les autres. Et selon que nous avons une personnalité rigide ou flexible, nous pouvons facilement ou non faire l'expérience de traumatisme psychologique. Psychologiquement parlant, le traumatisme psychologique, c'est quoi? Il faut dire que le traumatisme psychologique est un phénomène d'effraction du mental et de débordement de ses défenses par les excitations violentes afférentes à la survenue d'un événement agressant ou menaçant pour la vie ou l'intégrité physique ou psychique d'un individu qui y est exposé comme victime, témoin ou acteur. Je vous le concède, c'est un peu très académique tout ça. C'est pourquoi je vais vous aider à vous représenter facilement ce que c'est qu'un traumatisme psychologique. Vous devez visualiser le traumatisme psychologique comme une situation de vol avec effraction dans une maison et d'occupation forcée de cette maison sans l'autorisation du propriétaire. La maison ici représente le mental humain. Le processus d'effraction et d'occupation de la maison représente l'événement traumatique. Le propriétaire de la maison, c'est la victime. Face à l'entrée par effraction et l'occupation de sa maison, le propriétaire des lieux est tellement surpris, tellement choqué, dépourvu de moyens, que tout ce qu'il trouve à faire, c'est de se cacher de la vue de cet intrus. C'est ça le traumatisme psychologique. Le traumatisme psychologique est très particulier, car en réalité, il résulte d'une rencontre avec le réel de la mort. Toutes les victimes dans l'affaire Borda ont fait l'expérience du réel de la mort. Leur intégrité physique et mentale ont été menacées. On se rappelle des phrases chargées de violence. À l'instar de « si tu parles, je vais te retrouver et te tuer comme j'ai tué ma femme ». Ce qu'on peut dire est qu'à l'écoute des témoignages des victimes, chaque événement d'agression vécu a produit sur les victimes une peur intense. Un sentiment d'impuissance, un sentiment d'horreur et ou un sentiment de honte innommable. Et ce n'est pas pour rien que les victimes qualifient systématiquement Bobda de monstre, de diable, de psychopathe. Ils incarnent à leurs yeux le réel de la mort. Une victime dit « Je n'ai pas oublié son visage et j'ai même peur de descendre encore dans la rue toute seule, de peur de tomber sur lui. » Comment reprendre une vie normale quand une victime déclare « Il a sorti son âme et a commencé à m'insulter. Il a dit que s'il me tue, personne ne lui fera rien. Quand il a terminé de me violer, il a demandé à son chauffeur de me raccompagner chez moi et qu'il connaît désormais ma maison et que si je parle, il me tuera. Il me tuera. » Dans tous les cas, on ne ressort pas indemne de telles expériences. Je vais vous dire maintenant pourquoi un traumatisme psychologique se transforme plus tard en trouble stress post-traumatique. Je vous ai dit plus haut que le traumatisme psychologique est comme un vol avec effraction dans une maison. La maison représentant votre mental. À ceci s'ajoute une occupation forcée et illégale de votre maison par cet intrus. L'intrus ici est l'événement traumatique et toutes les significations que la société donne à cet événement. Ainsi donc, l'événement traumatique en tant que paquet d'informations est entré par effraction dans votre mental et plusieurs semaines, voire plusieurs mois, plusieurs années après l'événement, toutes ces informations qui sont entrées dans votre mental ne sont pas sorties. En réalité, ce paquet d'informations est entré et il ne sait pas et ne peut pas sortir par lui-même. Il s'agit d'un paquet d'informations qui en réalité est aussi un paquet d'énergie, énergie négative. Ce n'est pas un être humain doté d'un fonctionnement conscient. Et d'ailleurs, ce paquet d'énergie n'est pas dérangé d'être installé dans votre mental. C'est vous qui en êtes dérangé. Vous êtes dérangé de sa présence. Et donc, c'est à vous de le faire sortir. Mais voilà. Le problème est que vous vous cachez depuis à la vue de cet intrus. Pour rappel,
Vous avez commencé à vous cacher depuis quand vous êtes entré en mode dissociation péritraumatique. Et vous avez laissé toute la latitude à l'intrus de s'installer confortablement dans votre mental. L'intrus est là et se balade comme il veut dans toutes les chambres et les recoins de votre mental, de votre être tout entier. Et de temps en temps, quand un stimulus de votre environnement, comme par exemple une personne qui vous parle de sexualité, la couleur du vêtement que vous portez votre agresseur, la vue d'une arme à feu, etc. Quand ce stimulus crée le contact avec votre souvenir, votre conscience revit les scènes. Vous êtes là en mode reviviscence. Il s'agit de l'intrusion dans votre conscience des images que vous ne voulez plus vivre, que vous ne voulez pas vivre. Mais vous n'y pouvez rien car l'intrus dans votre mental y est bien installé et compte vous pourrir la vie autant qu'il le peut. Ainsi donc, la caractéristique de la reviviscence est que les images envahissent vos pensées de manière répétée et de façon incontrôlable. D'ailleurs, la reviviscence est le principal syndrome du trouble stress post-traumatique. Ce qui va se passer est que vous allez tout faire pour éviter de revivre ces horreurs. On est là en situation d'évitement. Vous allez chercher à vous couper de tout ce qui peut vous rappeler l'événement. Mais comme je vous ai dit, vous ne pouvez pas car tout et n'importe quoi peut déclencher le rappel de l'événement. L'odeur du parfum que vous avez mis ce jour-là, la couleur de votre vernis à ongles, ce que vous avez mangé ce jour-là, etc. En pratique, quand vous évitez de revivre en imagination les scènes de votre agression sexuelle, une deuxième dissociation péritraumatique se met en place et elle s'accompagne de symptômes d'hypervigilance. C'est-à-dire que vous basculez et vous vous maintenez en mode stress chronique. Cette situation va créer en vous des troubles nouveaux comme les troubles du sommeil, les troubles des conduites alimentaires, les troubles sexuels, les troubles relationnels, les troubles d'adaptation. Vous deviendrez plus facilement irritable, colérique, triste, car malgré vos efforts, vous n'arriverez pas à vous en sortir. Vous pouvez aussi commencer à devenir paranoïaque, anxieuse. En d'autres termes, vous pouvez aussi être sujet à d'autres troubles mentaux, comme les troubles anxieux, les troubles dépressifs. Les dynamiques de reviviscence des scènes que vous ne voulez pas revivre, les dynamiques d'évitement de ces scènes, les dynamiques d'hypervigilance sont en réalité des manières de votre corps de vous dire qu'un corps étranger, qu'un élément étranger est à l'intérieur de vous. On peut aussi dire que toutes ces manifestations sont des formes de stress, d'alarme que votre moi originel vous envoie pour vous informer de la situation réelle de votre fonctionnement global. Pour terminer, quels sont les facteurs de risque de la survenue d'un trouble stress post-traumatique? On peut citer en premier le genre, masculin ou féminin. D'après des études, la prévalence de survenance d'un trouble stress post-traumatique serait 2 fois plus importante chez la femme que chez l'homme après une exposition traumatique comparable. On peut ensuite citer les antécédents. Les études révèlent que quel que soit le traumatisme, les antécédents psychiatriques personnels, les antécédents psychiatriques familiaux et les antécédents d'abus dans l'enfance sont prédictifs de l'apparition d'un trouble stress post-traumatique. Les adultes que vous êtes, les parents que vous êtes interpellés ici. Si vous ne pouvez plus rien sur les antécédents de problèmes de santé mentale dans vos familles, vous avez le devoir de stopper la création de nouvelles situations qui demain seront des antécédents psychiatriques familiaux. Je parle des abus sur les enfants. Vous avez le devoir d'empêcher que vos enfants subissent des abus et on le sait. Les cas de violence grave, d'inceste, de viol sont assez courants dans nos familles. Beaucoup d'adultes, parce qu'elles ne pensent qu'à leur petite personne, excusez-moi de l'expression, parce qu'elles ne pensent qu'à leur petite personne, finissent par garder sous silence les abus que subissent les enfants. De telles attitudes de votre part doivent être des signaux de ce que votre propre fonctionnement est perturbé. Dans tous les cas, vous avez le devoir de stopper la chaîne des transmissions héréditaires des gènes porteurs de troubles mentaux. Par ailleurs, de manière globale,
Il est important de dire qu'une personnalité introvertie, timorée, peureuse, évitante, émotive, peu sociable, dépourvue de sens pratique, peut prédisposer une personne à être traumatisée et à développer plus tard des troubles post-traumatiques. Ainsi, l'inhibition comportementale, manifestée par une timidité, une réserve et des réactions de retrait face aux personnes, aux situations ou aux lieux non familiers, serait prédictive de la survenue de désordres anxieux, notamment l'angoisse, l'anxiété généralisée, les troubles phobiques. A contrario, des études établissent que les personnes extraverties, qui se caractérisent par leur implication active, leur optimisme, leur ouverture à la nouveauté et au changement, leur faible tendance à l'évitement, seraient plus résistantes au stress et au traumatisme. Et le cas échéant, elles seraient plus aptes à se relever d'un événement délétère, confiantes en leur capacité à résoudre les problèmes et à surmonter les difficultés. Que devez-vous faire pour vous prémunir des traumatismes? Ce n'est pas l'événement en soi qui est traumatisant, je répète. Ce n'est pas l'événement en soi qui est traumatisant, mais plutôt la réponse de la personne face à l'événement et le sens qu'elle lui donne. Si on se réfère toujours à l'affaire Bobda et aux agressions sexuelles, votre réponse, c'est votre attitude face à la situation. S'il vous est impossible dans une situation donnée d'échapper à votre bourreau, vous devez immédiatement commencer à observer vos pensées et à regarder le sens que vous donnez à ce que vous êtes en train de subir ou de vivre comme expérience. Si vous observez vos pensées, vous verrez certainement les pensées du genre « je suis fini, je ne peux pas supporter ça, je suis mort, qu'est-ce que je vais dire, qui m'avait envoyé, c'est de ma faute, etc. » Ce que vous devez faire, c'est de refréner ce type de pensée et ne laissez pas de telles pensées vous envahir l'esprit. Par rapport à l'événement, il faut que vous sachiez et que vous observez le sens que vous lui donnez. Peut-être vous êtes en train de vous dire, c'est l'horreur absolue, je ne peux pas supporter ça, c'est le monde à l'envers. Je suis d'accord avec vous que c'est une expérience désagréable, c'est une expérience choquante. Mais vous pouvez encore sauver votre santé mentale. Quand je dis que vous pouvez encore sauver votre santé mentale, il est question de comprendre que vous avez à ce moment-ci, à ce moment-là, toutes les clés entre vos mains pour faire en sorte que l'événement que vous vivez ne devienne pas un événement traumatique. Un événement traumatique, on l'a dit, est un événement qui nous blesse émotionnellement. Et cette blessure s'imprime dans notre psychisme. Cette blessure devient l'intrus dont je faisais allusion tout à l'heure. Dans tous les cas, il est de votre responsabilité de ne pas souffrir plusieurs fois du même événement. La première fois, l'agression vous a pris par surprise. Vous en avez souffert physiquement et sans doute mentalement. Vous en êtes peut-être sorti avec des blessures et des douleurs physiques. Il faut que ça s'arrête là. Vous ne devez pas laisser le traumatisme se transformer progressivement en trouble stress post-traumatique. Si vous ne pouvez pas vous en sortir par vous-même, demandez de l'aide ou consultez un psychologue clinicien. Ne laissez pas le sentiment de honte qui vous anime vous enfermer sur vous-même. Quel que soit ce qu'on peut vous dire comme réflexion, vous avez le devoir moral de vous aimer. Et vous aimer suppose ne pas laisser une blessure émotionnelle grandir en vous. Dans les prochaines vidéos, on va chercher à savoir ce que fait le psychologue clinicien et on va s'intéresser au fait que beaucoup d'Africains, beaucoup de Noirs en général, n'ont pas la culture de consulter un psychologue clinicien. Dites-moi en commentaire ce que vous avez aimé dans cette vidéo, ce que vous en pensez. J'attends aussi toutes vos remarques et suggestions. On se dit à bientôt. Merci. Namasté.